bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Je vous propose de nous intéresser à un aspect clé du processus d'achat, celui du paiement. Les consommateurs veulent avoir le choix du moyen de paiement, CB, wallet, crédit, tout en ayant le moins de friction possible au moment du check-out. Quelles sont les solutions existantes? Comment les besoins évoluent-ils? Aujourd'hui, nous allons aborder, entre autres, les enjeux du paiement par carte bancaire, qui est le moyen le plus utilisé encore par les acheteurs en ligne en France. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Vermeau, le directeur marketing et commercial de Dalenis. Dalenis qui est un PSP, entre autres, qui a été racheté par Natixis en 2017. Bonjour Mathieu, avant qu'on ne parle paiement, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir sur ton podcast, voilà, que j'écoute très attentivement, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'émissions depuis le mois de juillet. Merci. Émissions très intéressantes. Donc Mathieu Vermeau, j'ai 38 ans, je suis issu d'une formation d'école de commerce, que j'ai complété par un 3e cycle certifiant au Canada en gestion de projet, certifié par le PMI, Project Management Institute. Tu as fait quelle école? J'ai fait l'ESCA. L'ESCA. Voilà. Et quand en fait je suis rentré en France, c'est posé la question de l'orientation et finalement de ce que je voulais faire. Il faut se replacer dans le contexte. On est juste après l'éclatement de la bulle Internet. 2001, 2002. On est 2002, ouais. Exactement. Et à ce moment-là, malgré l'éclatement de la bulle et malgré le fait que le web devient quasiment un gros mot, parce que c'est vraiment le cas, je me dis que c'est un mouvement de fond et que c'est que le début finalement d'une aventure, que c'est le début d'un cycle qui va être très long. Et parmi les opportunités que j'ai, il y a une entreprise qui m'attire particulièrement, pour plusieurs raisons que je vais développer, qui est la Française des Jeux. La Française des Jeux était à cette époque-là très intéressante puisque c'était une marque reconnue et que dans le développement du digital, il y avait un facteur clé qui était la confiance des consommateurs. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Sortir sa carte bancaire pour faire un achat en ligne à cette époque-là est encore une épreuve traumatisante pour certains consommateurs. Et la caution même de la Française des Jeux, ne serait-ce que pour s'inscrire ou pour déposer de l'argent pour jouer en ligne, est un atout considérable. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que les jeux d'argent sont une industrie qui, sur le digital, ont un temps d'avance par rapport à tout autre écosystème, parce qu'il y a déjà du jeu d'argent dans d'autres pays qui est arrivé, et finalement l'activité de ce qu'on appelle le gaming, ou même plus précisément le gambling, phosphore très fortement. Et je me dis, finalement, il y a tous les atouts pour passer vraiment des premières années passionnantes. Mais tu rentres du Canada en disant je veux travailler pour la Française des Jeux, ou c'est un concours de circonstances? Non, en fait, je rentre du Canada en me disant qu'est-ce que je veux faire. Et je me dis, je veux travailler dans l'industrie de l'Internet. Et à ce moment-là, c'est moi qui identifie l'opportunité de rentrer à la Française des Jeux, de passer des entretiens, etc. Et d'être retenu pour commencer ma carrière dans cette entreprise. Mais encore une fois, avec la double vision de l'extérieur, de dire la Française des Jeux, c'est une très belle entreprise, et c'est une très belle entreprise. Mais de l'autre côté, le web, à la sortie de la bulle Internet, ça paraît un petit peu, je te le dis, et aujourd'hui on peut en sourire, mais ça paraît un petit peu exotique, parce que le marché est encore un petit peu traumatisé. On est vraiment à la sortie de la bulle. Et donc, tu rentres pour faire quoi alors? Alors je rentre pour tout d'abord dans une équipe de R&D. Donc on réfléchit finalement aux nouveaux concepts de jeu sur le digital. Donc on connaît très bien la Française des Jeux, ses gammes de jeux, de loterie, de grattage, de paris sportifs. Mais on se dit, est-ce que l'Internet ne doit représenter que la copie conforme finalement de ce qu'est l'offre de jeu en point de vente? Notre réponse, elle est évidemment non, puisque du coup, le digital permet d'inventer de nouvelles expériences de jeu, de développer aussi des nouveaux canaux de prise de jeu. Dès le départ, en fait, la Française des Jeux était bien consciente de ça, ou alors il y avait naturellement une tendance à vouloir transposer les jeux physiques sur le web? Non, extrêmement consciente que le digital apportait de nouvelles opportunités et qu'il était vital pour une entreprise comme la Française des Jeux de se préparer
à finalement de cette montée en puissance du digital. Digital aussi, on le voit très bien, on l'a vu quelques années plus tard, qui a amené aussi une première ouverture des jeux d'argent, puisqu'aujourd'hui, les jeux d'argent en ligne, que ce soit du poker, que ce soit des paris sportifs, sont devenus un marché régulier. Donc pour une entreprise de la taille de la Française des Jeux, c'était vital de se préparer finalement à cet enjeu-là. Et il y a un autre aspect qui est très particulier, c'est que à la fois, finalement, il y avait une vraie volonté de l'entreprise de se développer sur ce chemin-là. À côté de ça, la Française des Jeux, c'est des dizaines de milliers de points de vente. C'est le premier, à l'époque en tout cas, je ne sais pas si c'est là encore aujourd'hui, mais c'était le premier réseau informatique privé de France. Donc il y avait aussi une difficulté, et c'était une réalité, de finalement se développer sur le digital et d'avoir des dizaines de milliers de points de vente physiques qui pouvaient voir une certaine forme de concurrence. Exactement, et ça c'est vraiment un point qui aujourd'hui, depuis quelques années, mais qui est similaire aux marques qui vendent en magasin et qui se mettent à vendre ensuite en direct. Et effectivement, les tabacs et autres bureaux de presse, c'est eux qui sont intéressés par la vente des produits dans le retail. C'est ça. Et comment vous avez abordé ce sujet-là ? Il y avait une complexité. Il y avait une tension du réseau physique, puisque, encore une fois, on se situe au début des années 2000, les points de repère ne sont pas forcément là. Et finalement, vu du point de vue de quelqu'un qui a un bureau de tabac, c'est vrai que se dire, finalement, le consommateur va pouvoir aller directement s'inscrire sur la Française des Jeux et prendre et faire ses grilles de loto en ligne, finalement, il me crée de la concurrence. Donc, voilà, il y a eu des périodes de tension, il y a eu de souvenirs, quelques piquets de grève devant l'entreprise. Mais, encore une fois, et pour revenir à ta première question, il y avait vraiment une vraie conscience de l'entreprise sur le fait de se préparer à cet enjeu-là et de se développer, aussi un aspect extrêmement fort. La Française des Jeux, les données des clients, quand on joue dans un point de vente, on est anonyme, bien souvent. Voilà. Et là, il y avait de la connaissance client, puisque du coup, on avait des clients qui... Donc c'est une révolution, ça. C'est une révolution. C'est une révolution d'entreprise, puisque c'est aussi toute la prise d'expérience des activités CRM, de savoir comment parler à un joueur, de comprendre sa consommation. Là, tu es en train de nous décrire l'ensemble des enjeux qu'il y a derrière la digitalisation de l'entreprise, la Française des Jeux. Tu disais que tu arrivais dans une cellule de R&D. Oui. Votre réflexion, vous l'avez nourrie comment ? En allant regarder ce qui se passait ailleurs, dans d'autres pays comment vous avez fait ? Alors, c'est exactement ça. C'est qu'on regardait énormément ce qui se passait à l'étranger. Il faut savoir également que les loteries au niveau européen sont assez proches les unes des autres. En termes de réglementation, il y a de la proximité en termes de réglementation, mais juste en termes d'association, une association des loteries européennes. Et tout ça permet aussi de se benchmarker, de voir ce qui marche dans les autres pays, de voir les expériences qui marchent moins bien, et de constater aussi potentiellement des différences culturelles, parce qu'il y en a. Voilà, de revenir enrichi de ces idées-là et de voir à quel moment on peut développer telle ou telle nouvelle expérience de jeu. Donc ça a été le premier volet. Et puis après, je suis rentré plus dans le développement des offres de jeu d'un point de vue produit, parce que la R&D, finalement, on développe des offres de jeu, mais elles ne sortent pas toutes sur le marché, parce que c'est le principe de la R&D. Et après, je suis rentré plus dans un cycle de développement produit. Donc, et de déploiement. Et de déploiement, donc sur les gammes de tirage, sur les gammes de grattage, sur les gammes de paris sportifs. En fait, j'ai travaillé sur toutes les gammes dans le digital comme dans le physique. Non, uniquement sur le digital. Uniquement sur le digital. Tu te souviens d'un exemple un peu qui illustre ce que tu as déployé justement, quelque chose d'un peu... Alors, on a eu le déploiement d'EuroMillions, qui était quand même un phénomène pour l'entreprise. Le déploiement d'EuroMillions, c'était en 2003. Et voilà, et c'est vrai que la transcription de ce jeu-là en ligne
ça a été des accélérateurs. Enfin, on voit à chaque fois qu'on lance un blockbuster de ce type-là sur la prise de gens en ligne, c'était plus de clients, plus d'inscrits. Et finalement aussi, nous, ça enrichissait toute notre connaissance client de plus en plus. Donc, ce que j'ai vu aussi au cours de ces années-là, c'est l'enrichissement de l'offre. Et finalement, de manière assez rapide, en quelques années, on est parti d'une offre qui était limitée à une offre qui transcrivait peu ou prou toute la gamme de jeux de l'entreprise. Donc en termes de vecteurs et de puissance, c'est sûr que voilà, vivre cette expérience-là et vivre cette digitalisation avec encore une fois un impact considéré peut-être pas comme vital, mais comme ultra important par l'entreprise, voilà, c'était un challenge qui était vraiment très intéressant. Ça, ce challenge auquel tu t'es attelé, ça t'a amené jusqu'en 2007. Exactement. Et en 2007, tu as changé, c'est-à-dire que tu as passé une étape, tu es arrivé chez Rentability Web. Ouais. Avant que tu nous parles de Rentability Web, qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Alors, il y a eu un contexte, c'est que quand on est arrivé en 2007, le mouvement de régulation, d'ouverture du jeu en France, du coup, a entre guillemets, poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'on était face à des acteurs, des nouveaux acteurs pure players du marché, notamment arrivant des paris sportifs. Je cite quelques noms, Bet&Win qui est devenu Bwin, BetClick, Mr Bookmaker qui a été racheté par Unibet. Et ces acteurs-là, finalement, poussaient à ce qu'il y ait un terrain de jeu, en tout cas une régulation qui puisse être posée pays par pays. Et petit à petit, les pays ont fait des projets, et ça a été le cas sur la France. Et c'est vrai que cette période-là nous a concentrés finalement sur des enjeux qui étaient un tout petit peu moins focus sur le business. Et encore une fois, moi, ma volonté, c'était vraiment de développer le business. En tout cas, je voulais regarder cet enjeu-là comme enjeu principal. Les aspects de régulation et de réglementation sont devenus importants. Ça t'a un peu bridé dans ton désir produit, marché. C'est juste qu'il y a une préparation d'un projet de loi, d'une adaptation, etc. Et que c'est un quotidien qui est un petit peu différent. Donc tu changes. Et à ce moment-là, c'est là où l'histoire est intéressante, c'est que c'est un hasard. En fait, je suis contacté par un entrepreneur lyonnais qui à l'époque je ne connais pas, qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier, et qui m'appelle et qui me dit écoute, je sais parfaitement ce que tu fais, ton parcours, etc. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Je ne connais pas l'entreprise, mais rapidement, je m'aperçois qu'il y a déjà un parcours. Il y a quand même une personne qui est visionnaire, puisqu'on est encore une fois à la sortie de la bulle Internet, et lui se dit il faut monétiser les activités en ligne, puisque ce qui nous a manqué et ce qui a provoqué l'éclatement de la bulle, c'est qu'on avait des visiteurs dans tous les sens, mais ces visiteurs ne rapportaient rien. Et son constat, c'était de dire voilà, comment on peut apporter des sources de monétisation. Et il avait lancé donc dès 2001 une solution de micro-paiement qui permet en fait de monétiser des services par des solutions de paiement dites télécom. C'est-à-dire on va payer un service avec un numéro audiotel, avec un SMS surtaxé, toute une gamme de produits de ce type-là qui permettent finalement à des webmasters, à des sites internet de monétiser les audiences qui viennent sur les sites. Tu te souviens comment ça s'appelait ? Le site ? En fait, la solution s'appelait Rentability Web. Rentability Web. Voilà, très simple, très efficace. Ça m'intéresse que tu nous détailles un petit peu cette histoire de Rentability Web, parce que c'est une success story. C'est une entreprise qui a su se renouveler au fur et à mesure de son parcours, qui commence avec un service télécom et qui poursuit dans le marketing. C'est ça, c'est exactement ça. Et juste pour reboucler sur la discussion avec Jean-Baptiste, c'est qu'à l'intérieur du groupe, donc on a ces solutions télécom, ça monte en puissance déjà depuis 4-5 ans. L'introduction en bourse est déjà faite, puisque l'introduction boursière s'est faite en 2006. Au capital, quand même des gens assez célèbres, puisque du coup on compte Jean-Marie Messier, on compte Bernard Arnault, on compte Stéphane Courby. Donc voilà, quand même une capacité
d'attraction, de traction et d'attraction autour de cette entreprise qui est réelle. Et Jean-Baptiste, lui, me dit, voilà, j'ai aussi une vision sur l'édition et le développement de l'édition dans le gaming. Et on est en plein au milieu de la régulation et de l'ouverture des jeux. Et il me dit, voilà, j'aimerais que tu puisses regarder cette voie-là et de voir à un moment donné ce qu'on est capable de faire, sur quelle voie on est capable de s'embarquer à ce niveau-là. Donc ça, quelque part, c'est ta lettre de mission en arrivant. Voilà, c'est ça, c'est la lettre de mission, elle est très ouverte, et encore une fois, par honnêteté, je lui dis aussi, parce que je connais un petit peu ce qui peut se passer, le projet, ce qui pourrait être, etc. En tout cas, j'ai quelques idées en tête. Je dis, c'est pas gagné d'avance, parce que il y aura une concurrence féroce, et est-ce que le projet de loi sera si favorable à des nouveaux entrants? On ne le sait pas vraiment, et potentiellement ça mobilisera beaucoup de capitaux. Donc voilà, mais je fais le pas. Comment tu te lances alors? C'est incroyable que tu arrives. Tu es encore jeune à ce moment-là. Tu as quel âge? Je suis encore jeune, j'ai 28-29 ans. Ouais. Comment tu t'y prends en arrivant alors? Non, mais alors comment je m'y prends en arrivant? Du coup, je regarde un petit peu déjà les portefeuilles, parce qu'il y a des communautés de joueurs, bien évidemment, qu'on monétise avec les solutions de la maison. Et bien évidemment, parallèlement, je regarde aussi les opportunités. On travaille avec un cabinet d'avocats qui est sur la place de Bruxelles pour suivre un petit peu voilà, ce qui se passe, les discussions, etc. Du coup, voilà, on travaille de manière assez proche. On réfléchit aux opportunités qu'on a, comment on peut monter finalement quelque chose d'assez important et d'assez lourd. Et clairement et assez rapidement, au bout de 8 à 9 mois, j'arrive à une conclusion qui est que les risques sont quand même très importants, les capitaux à mobiliser sont très importants, et que le risque d'échec est bien supérieur au à la capacité de succès. Et du coup, à ce moment-là, on décide de manière collégiale, même si faut convaincre un petit peu, parce qu'on est dans l'émulation d'un secteur qui s'ouvre. Et si tu te rappelles un petit peu, à l'époque, il y avait énormément de marques qui se sont lancées dans cette opportunité. L'équipe, Eurosport, il y a des sites qui ouvraient quasiment toutes les semaines. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la map, il y en a très très peu. Oui, ça s'est concentré. Ça s'est énormément concentré, et les sommes dépensées pour pouvoir exister ont été très importantes. Les sommes auxquelles tu fais référence, c'est celles de l'acquisition? Ouais, c'est celle de l'acquisition. Je me souviens de budget marketing pour des nouveaux entrants sur le marché français qui ont dépensé entre 30 et 40 millions d'euros de marketing la première année d'ouverture du marché. Donc c'est quand même des sommes très, très importantes qu'il faut être capable de supporter. Et nous, encore une fois, on est coté en bourse, donc il y a aussi une question de la. Donc là, tu arrives à cette conclusion, c'est casse-gueule, pour dire c'est super casse-gueule, c'est coûteux potentiellement. C'est ça. Tu présentes ça à Jean-Baptiste et puis probablement au CODIR. Ouais. Bon, en tout cas, on en discute. Il y a une conclusion qui se matérialise. Exactement, qui se matérialise. Et à ce moment-là, parce qu'il ne faut jamais perdre le fil, ou en tout cas toujours voir les opportunités, je dis à Jean-Baptiste, on a autre chose qu'on peut faire qui est très cohérent par rapport à l'ADN de l'entreprise, c'est de monétiser plus largement. Et dans la monétisation, encore une fois, à cette époque, à ce moment-là, on est en fin 2008-2009, la monétisation autour des bases de données, etc., pour générer de l'acquisition, pour recruter de nouveaux clients, est une activité phare qui marche très fort, et sur lequel finalement on a tous les ingrédients pour se positionner de par l'acteur qu'on est, de par les réseaux d'éditeurs auxquels on apporte de la monétisation, etc. Et en fait, on réactive une société en Belgique qui nous permet finalement de créer ce produit de monétisation et d'offrir une solution. Tu vas nous parler de ce produit, de ces solutions. Donc ça veut dire que, juste pour résumer, conclusion des 8-9 mois d'études de faisabilité par rapport au gaming. Gaming, gambling. Enfin, on était sur les deux, on était positionné sur les deux.
Conclusion, on peut pas c'est trop risqué pour y aller, on n'y va pas. En revanche, on peut rebondir parce que cette première réflexion, elle nous permet d'en soutenir une autre qui est plus en phase avec le core business de Rentability Web. Exactement. Et donc, cette solution, concrètement, c'est quoi ? En fait, c'est de proposer à des éditeurs de faire quelque chose, finalement, d'un actif qu'ils ont, qui sont des bases de données, et finalement qui végètent comme actif chez eux, et proposer ces bases de données pour proposer à des marques une exposition pour faire du recrutement. Exemple, un éditeur qui a une base de données dans l'automobile, par exemple, voilà, parce qu'il a un blog automobile, etc., il n'en fait rien, à un moment donné, ça va intéresser des marques. Ça va intéresser des marques de pouvoir communiquer sur une cible appétante, et l'éditeur, lui, va en tirer une monétisation et la marque va en tirer des inscrits. Le produit que vous développez, il marche comment ? Il marche comment ? En fait, c'est une plateforme technologique qui permet de programmer des envois ciblés pour des marques, puisque du coup, on travaille déjà avec des marchands et des annonceurs, et d'en retirer à partir des performances qui sont données, puisque on travaille exclusivement à la performance, soit des leads, soit des clics, soit des inscrits aux marques qui travaillent avec nous. Donc ça, vous lancez ça ? Voilà, on lance ça. T'en prends la responsabilité ? Ouais, j'en prends la responsabilité. Et comment ça se passe comment, le lancement ? Ça se passe bien, le marché ? En fait, ça se passe bien parce qu'il y a une appétence du marché. Le marché, à la fois, les éditeurs ont besoin de toujours plus de revenus, et les marques, à ce moment-là, sont vraiment dans l'acquisition massive, puisqu'on est à un stade de la vie, finalement, de l'Internet où l'acquisition est une activité clé. Donc finalement, ça se passe très bien. Et rapidement, on fait le fameux premier million d'euros, etc., sur cette activité-là, et on la développe. Sur le marketing, on ira même plus loin 2 ans après, puisqu'on lancera une solution innovante en 2011 de retargeting par email, qui a trouvé... Donc le retargeting par email, ça veut dire que tu vas consulter un site, c'est ça. Tu t'en échappes, voilà. Et là, on va te renvoyer un email par rapport à l'offre que le site en question proposait. Exactement. Et là, on travaille avec un très large réseau d'éditeurs, des éditeurs qui sont fondés en double opt-in, etc., pour faire en sorte que le mail que tu reçoives, c'est bien sur une base sur laquelle tu t'es inscrite, etc., qualifié. Voilà. Et donc, du coup, on a réussi, c'est un exemple vraiment de l'entreprise, on va un petit peu dans les détails, mais qui veut dire d'une activité, à un moment donné, on trouve une autre opportunité pour, tout en restant cohérent avec l'ADN de l'entreprise, développer le business de l'entreprise. Et petit à petit, on construit. Alors, tu vas me dire comment le paiement arrive. Donc, parce que ça, tu le fais jusqu'à quand, en fait, ces activités de marketing pour Rentability Web ? Ces activités-là, je les couvre assez longtemps. Je les couvre jusqu'en 2015. Mais on a des réflexions plus globales au niveau du groupe, puisque le paiement arrive bien avant 2015. Et en fait, le paiement arrive à une époque de l'entreprise qui est lié, c'est l'anecdote encore une fois, aux discussions qu'on a au moment où on réfléchit sur ce qu'on peut faire au niveau du gambling, etc., puisqu'on travaille avec des cabinets, et le cabinet qui nous conseille nous dit également à cette époque-là, il y a des opportunités qui s'ouvrent dans les paiements, puisque le paiement est un secteur très régulé, et il va y avoir des nouveaux agréments qui vont être mis en place et qui vont permettre à des acteurs d'obtenir ces agréments pour pouvoir proposer d'une prestation de paiement pour encaisser des flux. Là, en fait, qui vient s'additionner aux solutions des banques existantes traditionnelles, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que le statut qu'on obtient, c'est le statut d'établissement de paiement. L'établissement de paiement, il te permet d'encaisser des fonds au même titre que lorsque tu vas ouvrir un contrat, ce qu'on appelle un contrat de vente à distance, auprès d'une banque. Et là, tout l'enjeu, pour nous, on y a vu un enjeu majeur. C'est-à-dire, c'était d'être capable de proposer une solution de bout en bout, avec à la fois la capacité d'encaisser des fonds et de gérer tout ce qu'on appelle la partie
PSP, prestataire de services de paiement, les demandes d'autorisation, etc. Donc plus les données techniques. Et finalement, de proposer à un marchand de travailler avec un acteur qui a une vision de la donnée de bout en bout pour optimiser la performance de ces transactions en ligne. Donc quand vous réfléchissez à ça, on est en quelle année ? Alors quand on réfléchit à ça, on est en 2010. 2010, et là Voilà. vous vous dites... Et là on se dit, là c'est le pivot industriel qui est le bon pivot pour l'entreprise, qui en termes d'investissement, on est dans les bonnes normes d'investissement, et on se dit, voilà, c'est ce qui permettra à l'entreprise derrière vraiment d'entamer une nouvelle étape de sa construction. L'offre de paiement, elle voit le jour quand ? Alors, l'offre de paiement, elle voit le jour longtemps après l'idée. Longtemps après l'idée. Est-ce qu'en fait, entre l'idée et la mise en œuvre, le go live, il y a un chemin à parcourir à la fois dans l'entreprise pour définir le marché, l'offre, de ce que vous voulez en faire, et réglementaire, et là... et technique. Et technique, bien sûr. Grosse plateforme technique. Alors, pour répondre à ta question, il y a 2 ans de structuration. Donc, 2 ans où il y a de l'investissement, et pas un petit peu d'investissement, beaucoup d'investissement. Investissement dans quoi ? La technologie, investissement dans la technologie, l'accompagnement réglementaire. Dans l'accompagnement réglementaire, c'est essentiellement ça, dans la constitution des équipes, parce que le paiement a une particularité, c'est que tu peux pas travailler à moitié. Tu peux pas faire du test and learn. Le paiement, ça marche, ça doit marcher tout le temps, 24/7, il ne doit pas y avoir de rupture de service, etc., etc. Donc c'est une activité vitale, exigeante. Et le point, c'est que d'autant plus pour un nouvel acteur, tu n'as pas le droit à l'erreur. En gros, tu sors du bois après 2 ans et tu as un downtime ou un outage très rapidement. Tu peux pas. C'est très compliqué finalement de monter en pression et de grandir. Donc voilà, donc 2 ans de structuration. Donc moi, je couvre toujours les activités historiques parce qu'il il faut continuer à faire, tourner la machine, tourner l'entreprise, etc. Donc principalement sur les parties marketing et télécom. Et donc en 2012, on lance la solution. Qui s'appelle comment ? B2Bill. Ouais. Voilà. Et encore une fois, parce qu'il y a toujours des anecdotes, très rapidement, on signe un premier client. Et on se dit, et pas un petit client, puisque le premier client de la plateforme, ça a été Winamax. D'accord. Okay. Donc là, on se dit, et voilà, aussi une rencontre humaine très intéressante, et on sent qu'on parle le même langage. C'est-à-dire que nous, on vient quand même, on vient du web, on a un ADN web, et on rencontre des acteurs qui sont contents finalement d'avoir des interlocuteurs qui parlent le même langage qu'eux, et qui, quand ils parlent de paiement, ils n'ont pas un discours bancaire. Ils ont un discours de conversion, ils ont un discours de lutte contre la fraude, ils ont un discours... Enfin, voilà, on sent qu'on est de la même famille. Ouais. Voilà, et donc on se dit, l'aventure commence bien. on est sur les bons rails, et finalement, on tient peut-être notre succès. Alors, comme tout début très positif, il y a toujours des hauts et des bas. Et les années ou les mois, les années suivantes sont un petit peu plus difficiles. Alors, on monte toujours en puissance, on a de la traction, mais il en faut beaucoup. C'est quoi on va s'arrêter 2 secondes sur la proposition de valeur par rapport à l'environnement concurrentiel. Tu parles de la data, tu parles de l'ADN web qui est le vôtre. Est-ce qu'il y a une notion de prix ? Est-ce qu'il y a une notion de coût qui entre aussi en ligne de compte ? En fait, le point d'orgue de la solution, c'est pas d'être une offre de coût. C'est-à-dire qu'on n'a notre intérêt, c'est pas d'être la solution la moins chère du marché. C'est pas du tout ça notre positionnement. Notre positionnement, c'est de travailler avec un marchand pour faire en sorte que là où il encaissait sur 100 transactions en ligne, il arrivait à en encaisser, 80, qu'avec B2Bill devenu d'Alenis, il en encaisse 85 ou 87. Et là, quand tu as ce discours-là avec quelqu'un de marketing, quelqu'un qui vient du web, il comprend tout de suite son intérêt. C'est-à-dire que si sur 100 paiements, j'arrive à en encaisser 87, ou si j'arrive à en encaisser que 80,
tu as mieux en encaissé 87. Et la différence finalement de conversion, de chiffre d'affaires généré par rapport à un coût de la solution un peu supérieur, on n'est pas non plus à des années-lumière, un peu supérieur à une solution historique, fait mouche. Et tout de suite, on comprend bien ce point-là, on comprend bien cet aspect-là, et ce sur quoi on se positionne, c'est très rapidement des A/B tests. Donc des A/B tests avec des marchands qui comparent... Qui utilisent deux solutions, voilà, l'historique et la vôtre. Qui comparent la solution A à la solution B, et on fait des communiqués de presse. D'ailleurs, on sort des communiqués de presse avec des acteurs tiers du marché de référence, type A/B Testing, Caméléon, etc., qui mettent en exergue le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et qu'en travaillant avec Dalenis, eh bien, on a plus de chiffre d'affaires, et ça, c'est pas Dalenis qui le dit, c'est les marchands qui le portent et qui le soutiennent. Et finalement, c'est ça qui nous porte, et cette petite musique-là, petit à petit, va prendre, parce que c'est vrai Combien de temps elle dure? Parce que tu dis, on signe un premier client, Winamax, et puis après, c'est pas linéaire, comme tout business qui se lance, il y a des hauts, il y a des bas. À quel moment l'entreprise sent que ça y est, la traction de fond est là, que ça avance? Le vrai pivot à ce niveau-là, il se situe en 2015. C'est le moment où tu arrives? Je ne me permettrai pas, mais en fait, il y a une convergence de facteurs qui fait que la maturité de l'offre est là, les cas d'école sont là, les références phares sont installées et permettent d'être légitimes. Et à ce moment-là, on a vraiment une vraie... c'est plus qu'une traction, c'est une explosion finalement de notre volume d'encaissement, puisque pour te redonner quelques chiffres, en 2015, au mois de mai-juin, on est sur un ordre de 60-70 millions d'euros par mois d'encaissement. 24 mois après, on est dans les 270-280 millions. Ah oui, c'est énorme. Mais alors, c'est intéressant que tu dis ça, parce que ça me fait penser à un aspect de gouvernance et d'organisation de l'entreprise. En 2012, quand c'est lancé, entre 2 ans d'études, c'est lancé, ça explose le business. Comment les choses s'organisent? Jean-Baptiste, il est toujours aux commandes? L'entreprise change de visage, probablement peut-être de culture. Comment ça se passe de l'intérieur? Alors, comment ça se passe de l'intérieur? Ça, c'est une vraie difficulté. C'est qu'on est sur des business qui sont différents. Une activité télécom, c'est pas comme une activité de marketing digital, et c'est pas comme une activité de paiement en ligne. Donc, on a une culture commune, puisque c'est quelque chose notamment sur lequel Jean-Baptiste avait un gros impact, la capacité quand même de réunir un collectif. Mais on a des business units, et ces business units, elles ont une feuille de route. Le marketing a sa feuille de route, les télécoms la leur, et les paiements une troisième, ou une nouvelle feuille de route. Et finalement, on parallélise les activités. On a des reportings consolidés qui nous permettent d'avoir un œil sur l'évolution des uns et des autres. Et finalement, à un moment donné, le succès des uns n'est pas le succès des autres, parce que il y a des temporalités dans le marché, puis il y a des marchés qui peuvent à un moment donné aller bien et d'autres moins bien. Toi, typiquement sur la partie télécom, on savait aussi que ce business-là allait avoir à un moment donné une décroissance, puisque du coup, les paiements s'orientant de plus en plus sur la carte, le coût de la carte étant quand même beaucoup plus attractif que le coût des moyens de micro-paiement, puisque les coûts de moyens de micro-paiement, tu avais des coûts opérateurs qui étaient très importants. Donc on savait qu'à un moment donné, le pivot allait se faire, et que on allait avoir une activité qui était un peu en déclin, et une activité de l'autre côté qui allait être en forte croissance. Mais en termes de gouvernance, comment ça pouvait se passer? Encore une fois, pour que ça marche, il y a de la gouvernance. Jean-Baptiste est toujours aux commandes? Oui, Jean-Baptiste est toujours aux commandes. Et anime le collectif, les différentes, avec une vision en hauteur,
puisque du coup, après, voilà, chacun a ses périmètres de responsabilité sur ses activités, mais il garde cette proximité avec l'entreprise. Je résume. Rentability Web, t'arrives, on essaye de faire du gaming. On se rend compte au bout de 9 mois que ça ne fonctionne pas, que c'est trop risqué de s'y lancer. Du coup, il y a une accélération sur la monétisation avec des solutions ad hoc qui sont développées. En parallèle de ça, et ça c'est ce dont tu t'occupes, ce qui permet à l'entreprise d'avoir un business récurrent en croissance et qui alimente les finances de l'entreprise, parce que je pense que c'est quand même un aspect qui est fondamental. Exactement. Et ça permet pendant ce laps de temps, jusqu'en 2012, de réfléchir, de développer, d'investir sur les solutions de paiement avec la naissance de B2B. Pendant 3 ans, entre 2012 et 2015, donc B2B prend ses parts de marché, s'étoffe, se construit, se professionnalise probablement. C'est certain. Et en 2015, tu arrives côté B2B, enfin d'Alenis aujourd'hui, mais à l'époque B2B, ça veut dire que tu quittes les activités marketing, tu te concentres sur les activités de paiement? Alors, je me concentre sur les activités de paiement sans lâcher, entre guillemets, totalement les autres activités. En tout cas, je prends la commercialisation transversale de l'ensemble des produits du groupe. D'accord. Okay, pour vraiment, parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi un aspect, c'est qu'il fallait qu'on aille vite et qu'on monte en puissance vite. Donc, ce qui voulait dire qu'il fallait, rentrer du client. Il fallait rentrer du client et voilà, on avait toute le... Donc ça, là, tu es en train de nous parler de ta lettre de mission, ta feuille de route, quand tu arrives... Ça, c'est la feuille de mission 2015, mai 2015. Là. Mai 2015, voilà. Mai 2015, c'est rapporter on y va, du client. On a la bonne solution, on a les bonnes équipes, on a une plateforme technique qui est solide, qui est robuste, on a tout pour réussir. À un moment donné, voilà, on a tous les ingrédients en main, donc on ne peut que réussir à vendre dans de bonnes conditions cette solution. Avant que tu nous dises comment tu as fait, petite parenthèse, la solution de paiement que vous proposez de PSP, elle réunit 2 catégories d'utilisateurs différents. Il y a les marchands, bien sûr, qui sont vos clients, à qui vous justifiez la proposition de valeur, et tu l'as dit, c'est de la conversion supplémentaire. Et puis, de l'autre côté, ceux que vous ne voyez pas en direct, qui sont les acheteurs des e-commerçants. Exactement. Dans le cadre d'une réflexion UX, enfin, tu vois, de parcours d'achat, évidemment, vous n'ignorez pas celui qui utilise sa carte pour payer. Comment c'est géré cette dualité? Alors, un positionnement d'Alenis et bien évidemment de proposer une plateforme avec des potentialités. Donc, travailler sur la conversion, travailler sur la lutte contre la fraude, travailler sur les outils de monitoring, donner aux marchands pour pouvoir constater finalement quelle est sa performance. On travaille également sur des aspects de développement du business des marchands. On parle des marketplaces. Même quand on parle de marketplace, l'impact sur le paiement, il est majeur. Puisque du coup, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'encaissement pour compte de tiers sans avoir un agrément en tant que marchand. C'est-à-dire qu'on doit avoir la marketplace, les encaissements pour compte de tiers sont régulés aujourd'hui au titre de la DSP2 et on apporte tout cet accompagnement là c'est aujourd'hui. aux marchands. Ah ouais. Mais quand on est en 2015, là. Alors là qu'on est en 2015, la proposition de valeur autour de la conversion, de la data, de la lutte contre la fraude sont majeures. Et au niveau de l'UX, pour revenir sur ta question, nous, notre point, on travaille sur bien évidemment l'intégration des pages de paiement pour les marchands. Puisque le standard, encore à cette époque-là, c'est j'arrive sur la fin de mon tunnel d'achat et je suis déporté sur le site de la banque, ce qui est quand même en termes d'expérience UX assez catastrophique. Enfin, il faut se le dire. Alors, aujourd'hui, non, mais je pense qu'on se le rappelle tous. Oui, et ça existe encore. Donc nous, on travaille sur des méthodes iframe pour que les marchands aient les outils technologiques sécurisés pour intégrer totalement... Des méthodes iframe, c'est l'intégration dans une fenêtre ouverte du module de paiement qui... par transparence, l'utilisateur ne s'aperçoit pas qu'il est ailleurs. Exactement.
exactement. Et voilà, ces méthodes-là sont recherchées par les marchands et on travaille finalement l'UX et surtout on teste la performance de ces pages de paiement. C'est-à-dire se dire, si si je suis sur une page déportée versus une page intégrée, combien je gagne en termes de conversion. Donc ça, sur la partie quantitative, il y a même eu des tests qualitatifs de dire aux utilisateurs, mais vous aimez mieux payer sur une page au nom du marchand ou vous aimez mieux payer sur une page déportée au nom de la banque, parce qu'il y a aussi des aspects de sécurité. Donc tous ces aspects-là, c'est des aspects qu'on teste avec les marchands et nous, on ne se voit pas uniquement comme une solution plug and play, etc. Nous, ce qu'on installe, c'est une relation avec le marchand. Le marchand est un partenaire je pense que c'est aussi le retour qu'on a sur le marché, c'est que les marchands qui travaillent avec Dalenis, il y a un côté humain dans la proposition de valeur en termes d'accompagnement qui est crucial et qui a fait aussi que on a réussi à obtenir cette confiance-là des marchands et à la pérenniser dans le temps. Donc je comprends bien la réflexion, comment vous arrivez en 2015. Toi, tu nous l'expliques. Voilà, il y a la réflexion pour le marchand, la réflexion UX plutôt côté utilisateur. En 2015, tu dois développer le business, c'est critique, c'est ta mission. Comment tu t'y prends pour le faire? Comment tu vas recruter? C'est qui que tu veux recruter en termes de clients? Et comment tu fais pour aller les chercher? Alors, nous, la cible de Dalenis, si je me positionne en 2015, c'est essentiellement les grands marchands du e-commerce. Donc sur la France, le top 150 et sur l'Europe, le top 500. Donc tu chasses en France et en Europe? Exactement. Et du coup, à cette époque-là, chose importante, on a ouvert des bureaux à Amsterdam pour internationaliser l'empreinte de l'entreprise et pour faire en sorte d'avoir des équipes commerciales basées à Amsterdam, qui est quand même une vraie plaque dans les paiements, avec aussi des équipes très formées, des profils de haut vol. Et une partie de la réponse, elle est aussi dans l'internationalisation de l'offre, puisque Dalenis, c'est un acteur qui couvre les paiements, bien évidemment, sur le marché français, mais sur tout le marché européen. C'est-à-dire qu'on adresse des marchands dans toute l'Europe et aujourd'hui, 40% de nos flux sont faits à l'extérieur de la France. Donc, une des réponses, c'est de dire et de réaffirmer aux équipes qu'on a une solution qui marche et c'est pas uniquement la gouvernance de l'entreprise qui le dit, ce sont les clients qui le disent, etc. Donc il y a un aspect de confiance, de se dire voilà, on est dans un tunnel, on se donne 3 ans pour atteindre un objectif et on va le faire. On va le faire parce qu'on en a les capacités, on n'est pas des utopistes, mais on a toutes les capacités pour le faire. Et puis ce mouvement d'internationalisation, d'aller chercher des marchands très importants. Aujourd'hui, Dalenis est le partenaire d'acteurs, par exemple, comme PokerStar, comme Last Minute, on a de très grands marchands au sein de notre portefeuille. D'accord, donc ça, tu prends quelques années pour le développer. Juste pour information, pour Dalenis, un gros e-commerçant, c'est quelqu'un qui réalise quel type de chiffre d'affaires, une fourchette? Alors, de chiffre d'affaires, un gros e-commerçant, c'est un e-commerçant qui réalise 500-600 millions d'euros de flux par an. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est bon. Vous en ciblez des plus petits aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. En fait, notre terrain de jeu, c'est tout marchand qui va faire plus d'1 million d'euros par mois, environ à 800 000 à 1 million d'euros par mois de flux d'encaissement. Voilà, c'est ça notre cible. Et tout ce qui est au-dessus, bien évidemment, on l'adresse. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. On a parlé du marché, on a parlé la conquête de votre marché et puis des utilisateurs. On a commencé à un peu en parler. Avant qu'on revienne sur un peu les besoins des utilisateurs versus les besoins des acheteurs, mais des comportements d'achat, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur les aspects réglementaires? Les aspects réglementaires, eux aussi, évoluent. Les comportements d'achat évoluent, mais les aspects réglementaires aussi. Par rapport aux enjeux de sécurité, entre autres, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment Dalenis, dans cet environnement réglementaire, évolue? Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face et comment
avec ces contraintes, vous les transformez en propositions de valeur. Tu as exactement résumé la manière dont on travaille. C'est-à-dire que le terrain réglementaire, il s'applique à tout le monde. Voilà, c'est une règle, elle s'applique à tout le monde. Toujours notre enjeu, c'est de regarder à partir d'une règle qui s'applique à tout le monde, comment on peut proposer quelque chose qui permette aux marchands, malgré cette réglementation qui certaines fois peut être contraignante, une valeur ajoutée ou une différenciation qui fera qu'on sera davantage identifié que la concurrence. Actuellement, il y a un sujet qui fait pas mal la presse, qui est lié à ce qu'on appelle la DSP2 et l'authentification forte. Ce qu'on appelle, pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ça, tu peux donner... la DSP2, c'est la directive des services de paiement. Donc, il y a un règlement, qui est une directive européenne. Et à l'intérieur de cette directive européenne, il y a un règlement qui s'appelle les RTS, Regular Technical Standards, qui font que depuis le 14 septembre, toute transaction en ligne doit en théorie être authentifiée, ce qu'on appelle fortement. C'est-à-dire que... le 3D Secure. 3D Secure obligatoire. Okay. Donc le 3D Secure, c'est quand tu reçois un SMS de ta banque pour te dire il y a un paiement en cours sur tel marchand, voici le code de validation. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le 3DS version actuelle. Il faut savoir que cette méthode d'authentification que tu cites, qui est la méthode d'authentification par SMS, va disparaître, puisque le texte aussi comprend une évolution des systèmes d'authentification, et le SMS a été déclaré comme non compliant en termes de sécurisation, car pas assez sécurisé. Et donc, du coup, ça nous amène à un double mouvement, à la fois une authentification beaucoup plus massive des transactions que ça ne l'a été jusqu'à aujourd'hui, et deuxième mouvement, qui est un changement finalement des méthodes d'authentification. Donc, comment ça se passe pour vous, ça ? Alors, ça se passe pour nous... c'est concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est compliqué parce qu'on a des marchands qui sont... plus ou moins sur les dents, qui se disent mais qu'est-ce qui va se passer parce que le 3DS, 3D Secure occasionne des pertes de conversion pour les marchands, donc de la perte de business. Si du jour au lendemain, j'active 20% de mes transactions en 3D Secure et que du jour au lendemain, j'en active 80%, potentiellement, je vais perdre en conversion. C'est-à-dire que je vais avoir moins d'achats. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne reçoit pas le SMS, voilà. Ou il est trop tard quand il le reçoit parce que ça se périme le code et que du coup la transaction sur le site ne peut pas avoir lieu. C'est ça. Et aujourd'hui, on évalue à peu près 100% de transactions avec le système actuel 3DS peut faire perdre à un marchand entre 8 et 10% de conversion. Ouais, c'est énorme. Donc c'est massif. Voilà. Et donc, c'est vrai que les marchands ils étaient dans cette position-là. Et nous, encore une fois, on a anticipé au maximum ce sujet, puisque le règlement comportait un cadre général, qui est le cadre que je t'ai exposé, qui était une authentification de toutes les transactions, mais avec la possibilité de proposer un certain nombre d'exemptions pour le marchand en fonction d'atteintes de performance en fait, sur la lutte contre la fraude. Donc nous, tout l'enjeu, c'est un enjeu ça veut dire 2 secondes, parce que ça, c'est ouais. une notion qui est fondamentale et qui n'est pas simple pour celui qui n'est pas habitué avec ça, mais ça veut dire que globalement, on va faire rentrer de l'algorithme dans le système, ou l'IA peut-être, qui va dire, qui va aller qualifier une transaction et qui va, en fonction de critères, de seuils, dire celle-ci, elle est a priori risquée ou pas. Si a priori elle ne l'est pas, j'ai une dérogation pour me passer de l'authentification forte. Ouais. C'est ça que tu dis ? C'est un tout petit peu plus compliqué et je vais vulgariser. Le point, c'est qu'il y a des seuils qui ont été fixés de performance en termes de fraude à atteindre, en tout cas à ne pas dépasser. Donc aujourd'hui, tous nos systèmes sont adaptés pour donner en temps réel à nos marchands là où ils en sont. C'est-à-dire le travail qu'ils font de protection de leurs transactions. Non, ce sont des données réelles, de fraude réelle sur les sites de l'ensemble de nos marchands, pour l'ensemble de leurs transactions. Et du coup, ça veut dire que le marchand, il peut très facilement évaluer si il est dans le cadre pour demander des exemptions. C'est-à-dire que s'il atteint, si c'est un bon élève... S'il a un bon score dans le sens où il a un taux de fraude qui est hyper bas, c'est exactement ça. Il va avoir une note meilleure
qui va lui permettre de demander une exemption sur une partie de son flux, c'est ça ? C'est ça, ouais. En fait, il va pouvoir demander une exemption si il respecte un certain niveau de fraude. Voilà. Comment il fait ? Alors, comment il fait ? Il a besoin d'accompagnement. Et c'est là où on rentre en jeu et où il y a une efficacité de la solution d'Alenis, c'est que nous, on a une vision de la donnée, on revient sur la donnée, qui est extrêmement large, puisque on est un acquéreur, donc on maîtrise la donnée dite de transaction, on maîtrise la donnée technique de prestataires de services de paiement, et en plus de ça, aujourd'hui, on est dans un groupe important qui est Natixis, et on a également accès aux équipes qui s'occupent de la protection des plateformes d'émission de cartes, puisque du coup, le Natixis émet énormément de cartes, notamment pour le compte des banques, des banques populaires et des caisses d'épargne. Et on a aussi la capacité de discuter avec ces équipes-là, qui sont des équipes expertes et qui ont une parfaite visualisation de ce qu'on appelle la donnée émetteur. Et en fait, avec l'ensemble de ces données et de cette connaissance, en fait, on est capable d'accompagner le marchand et de dire, à un moment donné, là... Et c'est en temps réel ? Et c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'il a un dashboard et il voit en temps réel comment il se positionne par rapport à la fraude. C'est ça. En tout cas, par rapport à telle ou telle transaction, pourquoi telle ou telle transaction a déclenché de l'authentification ou une demande d'authentification n'en a pas déclenché, etc., etc. Et ça, il a une visualisation transaction par transaction. Donc c'est quand même, d'un point de vue technologique, des outils très avancés. Et c'est encore pour ça que chez D'Alenis, on pousse l'accompagnement des marchands, parce qu'on a des outils qui sont... Ça veut dire quoi, pousser l'accompagnement ? Pousser l'accompagnement, ça veut dire que, je vais prendre une image qui est parlante, si demain je te donne une Formule 1 à conduire, ça va peut-être pas être facile du premier... voilà. Oui, non, mais tu as besoin de conseils. Ce que je veux dire, c'est comment vous les accompagnez ? Alors, comment on les accompagne ? En fait, vous avez des personnes qui se déplacent chez eux. C'est ça, on a des ici, personnes. C'est doers, hein, c'est comment on fait. On a des ateliers de travail en fait, avec les marchands, où on regarde finalement quelles sont leurs zones de risque avec la donnée marchand. Parce que le marchand, il connaît aussi son trafic. Il sait très bien que telle catégorie de produits, tel code postal de livraison, etc., a un risque. Donc on apprend du marchand son expérience de marchand. Et nous, tout notre enjeu, c'est derrière de retranscrire cette expérience de marchand et de faire matcher ces données marchands avec nous, les données qu'on a de transactions, tout un tas de données. Et en fait, on les met en regard, en collaboration. Et tout ça nous permet d'établir ce qu'on appelle chez nous des rule sets, c'est-à-dire des sets de règles qui font que dans telle ou telle situation, je vais déclencher une protection des marchands ou je ne vais pas en déclencher une. Et la finalité de tout ça, c'est que le marchand déclenche le moins possible d'authentification pour libérer au maximum sa performance en ayant le moins de fraude possible. Voilà. Ok, donc ça c'est très clair. Merci pour cet éclaircissement parce que c'est une notion qui n'est pas forcément facile à appréhender. Si l'authentification forte par SMS est abandonnée, par quoi elle est remplacée ? Très bonne question. Alors pourquoi elle n'est pas compliant ? Je fais juste un petit point de technique. Aujourd'hui, une méthode compliant doit réunir au moins 2 des 3 critères suivants. La possession d'un device, la connaissance d'un code personnel, ou ce qu'on appelle l'inhérence. L'inhérence, c'est quelque chose qu'on a sur soi. C'est un device fingerprint, etc., etc. Le SMS, pour le coup, n'a pas au moins 2 de ces 3 critères. Puisque, OK, j'ai un device, mais je reçois un SMS qui n'est pas un code personnel, qui est un code qu'on pousse sur mon téléphone portable. Et c'est la raison pour laquelle le SMS va disparaître progressivement, puisque sa disparition est programmée pour 2022. Et il va être remplacé par quoi ? Alors, il est déjà remplacé aujourd'hui, et il y a déjà certaines expériences qui existent chez certaines banques. C'est que lorsque je fais une transaction en ligne, on me dit, par exemple, je suis sur un PC, un desktop, on me dit, vous allez retrouver votre transaction sur votre application bancaire. Et à ce moment-là,
je vais ouvrir mon application bancaire. Mon application bancaire va identifier que je suis en train de faire une transaction sur mon ordinateur portable. Et à ce moment-là, pour confirmer la transaction, va demander en fait mon code personnel d'accès finalement à mon home banking, à mon compte bancaire. Et ça, c'est une méthode d'authentification forte, puisque à la fois, je réunis la possession d'un device qui m'appartient, mon téléphone mobile, et la connaissance d'un code qui m'est bien personnel, puisque c'est mon code d'accès à mon système de home banking. D'accord, ouais, ça c'est bien d'apporter cette précision. Merci pour ces infos sur la sécurisation, les enjeux réglementaires qui sont les vôtres et puis qui vont, j'imagine, continuer d'évoluer. Revenons maintenant et ouvrons le sujet sur les comportements d'achat. Tu parles justement de device, de portable. Le portable, le smartphone a transformé les comportements d'achat, la vie des gens dans toute la dimension, dans toutes ces dimensions. Concernant le paiement, c'est particulièrement vrai. On parle à la fois, quand on parle mobile et paiement, on pense au nombre de transactions qui sont réalisées sur les sites mobiles des marchands, d'une part, et d'autre part, on parle aussi de paiement par mobile, c'est-à-dire utiliser ton téléphone pour payer quelque part en lieu et place de ta carte bancaire. Comment ces sujets sont traités, abordés, réfléchis, embarqués chez Dalenis? Alors c'est une très bonne question. Donc là, on est dans la couverture finalement des moyens de paiement cibles qu'on peut proposer à notre clientèle. Nous, notre approche, elle est très pragmatique sur le sujet. C'est de dire, en termes de conseil aux marchands, c'est de dire, voilà, on est sur une zone, par exemple, comme la France. La France est à 85-90% sur des paiements cartes. C'est sûr que l'optimisation du paiement carte sur le marché français est essentielle. À l'inverse, on va aller en Allemagne, par exemple. La carte, ça ne représente que 20-25% du marché, puisque les habitudes de consommation, elles sont du transfert bancaire, des solutions comme Zofort, par exemple, et PayPal également, qui a une part de marché très importante. Donc nous, notre position chez Dalenis, c'est de fluidifier au maximum le parcours d'achat, et on pense, et c'est une conviction, qu'une des façons de fluidifier le paiement, c'est d'éviter un petit peu l'effet sapin de Noël, comme on dit, avec peut-être trop de moyens de paiement. Voilà, donc c'est plutôt une conviction qu'on a chez nous. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ça veut dire qu'il faut mettre les moyens de paiement qui sont cibles par rapport à la clientèle qu'on adresse et se focaliser dessus et les optimiser au maximum pour en tirer le maximum de performance. Okay. Voilà. C'est une conviction. Alors après, voilà, elle est partagée ou pas, mais c'est plutôt notre vision. Concernant le mobile, effectivement, c'est un mouvement de fond qui est implacable, qui a une évolution, une croissance qui est phénoménale. Voilà. Et effectivement, les paiements sont impactés. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles expériences de paiement par mobile. Si on peut en citer une qui est quand même très, très importante, Apple Pay, par exemple. Il faut savoir que Dalenis est le partenaire de tous ces moyens de paiement-là. Comment ça, en fait? Alors, comment? Très simplement, Apple Pay est ce qu'on appelle un wallet carte. C'est-à-dire que pour payer avec Apple Pay, dans mon smartphone, j'enregistre une carte. Bien sûr. Voilà. Et du coup, pour effectuer l'encaissement via Apple Pay, j'ai besoin d'un contrat d'acquisition bancaire, d'un VAD, d'un serveur de vente à distance. Et ce contrat-là, il est porté par Dalenis auprès du marchand. Donc nous, en fait, on a une brique paiement qui est finalement une brique carte, qui est embarquée dans un wallet qui est Apple Pay, avec ce qu'on appelle une couche d'acceptation pour que le marchand puisse accepter le moyen de paiement. Là, on parle surtout du retail physique, ou on parle... Alors non, pas uniquement. C'est ce qu'on appelle les XP, donc Apple Pay, Google Pay, etc., ont aussi une vraie traction dans le secteur du travel, par exemple. D'accord. Voilà, c'est parce que la clientèle est là et appétente. C'est toutes les raisons qui font qu'il y a une montée en puissance. Donc voilà, encore une fois, nous, on est
partenaire de ces moyens de paiement-là. Apple Pay est une solution qui monte en puissance, qui a un partenariat d'ailleurs historique avec le groupe BPCE, puisque le groupe BPCE était le premier groupe à accepter que les cartes de son groupe soient embarquées comme moyen de paiement Apple Pay il y a maintenant 4 ans. D'accord. Voilà. Donc on suit ça avec beaucoup d'attention et on pense que dans les années à venir, ça va être un game changer, ce type de moyen de paiement, et qu'il va falloir accompagner les marchands. Justement, qui sont encore assez, c'est encore assez limité. La proportion de marchands qui intègrent aujourd'hui Apple Pay, acceptent Apple Pay, est encore relative. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, toutes les solutions de wallet mobile. Oui. Comment, justement, tu décris comment l'appétence par rapport à ces moyens de paiement, ces évolutions de paiement? Est-ce qu'il y a une différence, une dichotomie entre l'acheteur et le vendeur? Tu commences à en parler un peu. Est-ce que c'est les consommateurs qui poussent les vendeurs à changer, ou est-ce que c'est les vendeurs qui vont pousser des technos qui vont embarquer les consommateurs? Ouais, en tout cas, mon regard, c'est que c'est un peu les deux aujourd'hui. Et pour revenir, tu me posais la question de dire c'est plus le retail qui demande Apple Pay. Nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça serait plus particulièrement des marchands dans le travel qui seraient plus pionniers dans la demande d'Apple Pay. Tu sais comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Parce qu'ils ont la clientèle derrière qui le demande. Donc c'est le marché qui pousse. C'est le marché qui pousse. Quand même, l'adoption d'une méthode de paiement est, globalement, d'une manière générale, elle est quand même davantage poussée par les usages des utilisateurs que par le marchand. Parce que le marchand, encore une fois, son intérêt, c'est qu'il retrouve une couverture de sa clientèle qui va utiliser le moyen de paiement. Si c'est intégrer un moyen de paiement pour intégrer un moyen de paiement qui va être une relation finalement fournisseur supplémentaire, si finalement derrière il n'y a pas d'utilisation, je pense qu'il y a peu de marchands qui te diront qu'ils ont intérêt à garder des moyens de paiement qui font très peu de transactions. C'est des risques supplémentaires à monitorer, etc., etc. Donc non, le fait qu'un moyen de paiement s'impose, c'est quand même sa base de consommateur et sa base d'utilisation d'un point de vue du paiement final au niveau du consommateur. Merci pour tout ça. Dernière petite question. On est d'accord que Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, c'est compatible avec les exigences de sécurité et que ça fonctionnera de la même façon. C'est-à-dire que si on paye avec son Apple Pay, à un moment ou un autre, s'il y a une authentification forte qui doit avoir lieu, on sera amené à se rendre sur l'application de notre banque qu'on a dans notre téléphone. Joker. Ok. On voit que le marché est en train, est en continuel mouvement, que ce soit à la fois par les usages, par les attentes et les besoins des marchands, et puis aussi par l'évolution réglementaire auquel vous êtes confrontés. Ça vous pousse à vous réinventer constamment. Mathieu, vraiment merci d'avoir partagé ça. C'est pas toujours facile de rentrer dans des aspects qui sont techniques, qui sont parfois un peu complexes et pas appréhendables en un seul clic. Donc merci de nous avoir partagé tout ça, merci de nous avoir aidé à mieux comprendre ce que c'est que le paiement, et de façon générale, et plus particulièrement pour la France, le paiement par carte, qui est historiquement le moyen de paiement favori des Français. Avant que je te dise une dernière fois merci, comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux? De manière très classique, je dirais, LinkedIn. Voilà. Je suis très, en tout cas, j'essaie d'être présent sur LinkedIn, d'animer un petit peu la communication de la société, ce qu'on fait bien avec nos marchands, encore une fois. Donc principalement LinkedIn. Bon, très bien. LinkedIn, je crois que c'est vraiment le réseau qui fait consensus auprès de tous les invités, je crois, auprès de tout l'écosystème. Merci encore Thibaut pour la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux. Merci 1000 fois. Merci pour tous les mots d'encouragement que vous me faites parvenir.
Notez ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Apple reste numéro 1 en termes de plateforme d'écoute. C'est à peu près 60% des écoutes qui sont réalisées via Apple Podcast. Donc, merci de le noter 5 étoiles si c'est ce que vous utilisez. Et puis partagez le lien autour de vous, parlez-en autour de vous. C'est comme ça que le podcast peut aussi exister. Si vous voulez me contacter, m'envoyer des messages ou laisser des commentaires, je vous invite à vous rendre sur le site lesdigitaldwellers.com. Merci encore et à bientôt.